Je reviens à Chantal, qui vous demande « Merci de décrypter la loi sur le droit à mourir et ses dangers potentiels. Cette loi semble être basée sur le mensonge et pourrait permettre de tuer les faibles, les vulnérables et les personnes âgées sans garde-fou. Quelle est votre position et celle de l'UPR sur ce sujet? Et que pouvons-nous faire pour empêcher cette loi d'être votée ?» Alors ça, c'est une très bonne question, parce que moi, personnellement, je suis quand même extrêmement inquiet par cette loi. D'abord parce que c'est un changement civilisationnel et anthropologique absolument majeur, qui se cache derrière. Faut pas se leurrer. J'ai vu, c'est un tweet que je cite, ça m'a fait sourire tristement parce que c'était malheureusement bien vu, même c'était très cruel. J'ai vu un tweet de Laurent Ozon, que vous connaissez peut-être, et qui a dit que la France c'était un pays qui pue la mort. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que dans tous les cas de ce qui est décidé par les dirigeants, les députés, les parlementaires, c'est de favoriser la mort, en fait. C'est-à-dire l'inscription de l'IVG dans la Constitution, des lois pour favoriser l'euthanasie, des lois pour favoriser le suicide assisté. Là, on a vu l'autre jour, j'avais été interrogé par vous, mais au sujet de mesdames, Mathilde Panot et puis Manon Aubry, qui se proposaient, je ne sais pas ce que c'est devenu leur équipée, d'aller en Pologne pour aller distribuer des pilules abortives. Mais enfin, c'est incroyable. Enfin, jamais on peut avoir une société qui regarde l'avenir de façon positive. Je rappelle quand même que la civilisation européenne, s'il y en a une, la civilisation française, que les civilisations chrétiennes et catholiques portent notamment parmi les principales valeurs fondamentales, c'est le respect de la vie, en toute hypothèse. Voilà. Et donc, moi, ce que je crains avec cette histoire d'euthanasie, c'est que, évidemment, au début, ça commence, c'est la tactique du salami. On présente les choses de façon, vous comprenez, c'est pour les malades, tout à fait grabataires, en fin de vie, qui n'en peuvent plus, qui souffrent le martyre, et ci et ça. Bien. Mais le problème, c'est que, à partir du moment où vous faites sauter une digue, vous ne savez pas ce qui se passe après. Je me rappelle, par exemple, que l'IVG, lorsque l'IVG a été votée, la loi sur l'IVG en 1975, avec Madame Simone Veil, il y avait à l'époque eu des débats très importants, et il avait bien été précisé que l'IVG, c'était pour empêcher la mort de nombreuses... oui, il y avait quand même un certain nombre de femmes qui mouraient chaque année par des avortements clandestins, etc., que c'était devenu un problème de santé publique, voilà, et puis que l'évolution des mœurs faisait qu'il fallait une loi. Mais la loi de Simone Veil en 1975 était une loi qui avait été mûrement réfléchie et qui avait toute une série de contraintes. Voilà, c'est-à-dire, il fallait demander à voir si la future mère était vraiment en situation très difficile. Il fallait qu'elle ait des entretiens avec des personnalités, des médecins ou je sais pas quoi, qui lui disent qu'il y avait d'autres solutions que ça, etc. C'était encadré dans le temps. Et puis, au bout du compte, eh bien, s'il n'y avait pas d'autres solutions, à ce moment-là, il y avait un accord pour qu'il y ait une IVG. Mais maintenant, tout ça a sauté. Avec le temps, maintenant, c'est devenu des IVG à un stade industriel, en fait. Hein. Et il y a, je sais pas, 280 000 ou 300 000 IVG par an, désormais. Il y en a à peu près un tiers. Je veux dire, par rapport... Il n'y a plus que 650 000 naissances, donc il y en a la moitié à peu près. Enfin, s'il n'y avait pas d'IVG, il y aurait 900 000 personnes en plus. Bon, 900 000 bébés en plus. Donc, le problème, c'est que avec le temps, les choses évoluent vers un plus grand laxisme. Et il est à craindre que ce soit la même chose sur l'euthanasie, puisque j'ai vu que dans cette loi, il est prévu effectivement que ce sont des malades en fin de vie, et qu'ils doivent donner leur consentement. Bon, heureusement encore. Mais il y avait des amendements qui ont été déposés par des députés qui consistaient à dire qu'il fallait que les médecins s'assurent que la personne n'avait pas fait l'objet de pression de l'entourage professionnel ou familial, etc. Or, en commission, cet amendement a été rejeté. Au motif que, puisqu'il était mentionné plus haut dans la loi que le patient devait être conscient de son truc,
eh bien ça suffisait. Non, je suis pas d'accord. C'est pas du tout la même chose. Que la personne soit consciente, c'est une chose, mais si elle ne l'est pas, si c'est quelqu'un qui a des périodes, qui est en fin de vie, qui a des périodes de somnolence extraordinaires, si elle ne l'est pas consciente, bon, ou si elle est frappée d'une maladie de plus en plus fréquente, hélas, qui est la maladie d'Alzheimer, par exemple, où il y a des moments où elle donne l'impression d'être consciente et d'autres où elle ne l'est pas. L'affaire, ce qui avait été intéressant dans cet amendement, c'était de dire, de s'assurer qu'il n'y avait pas des pressions. Parce que ça existe, il peut y avoir des pressions. Hein, si c'est une personne âgée, j'allais dire une vieille grand-mère, parce qu'il se trouve que vous savez qu'au-delà de 90 ans, il doit y avoir 3 ou 4 femmes pour un homme, et au-delà de 100 ans, je crois que c'est 5 femmes pour un homme. Enfin, c'est la durée de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Mais s'il y a quelqu'un je ne sais pas, quelqu'un qui est une personne très âgée, qui a un petit pécule, et qui est un peu fatigué ou sans avoir nécessairement la maladie d'Alzheimer, mais qui n'est pas toujours très lucide, etc. Moi, ce que je crains terriblement, c'est qu'il y ait il y a évidemment des familles très aimantes, bien entendu, je ne dis pas le contraire, mais il peut y avoir aussi des familles, des entourages qui le soient moins. Hein, on peut imaginer une belle-fille qui n'apprécie pas particulièrement sa belle-mère. Enfin bon, des choses épouvantables, en fait. Donc là, on est en train de mettre le doigt dans un engrenage qui me paraît vraiment extraordinairement dangereux. Je l'ai dit d'autant plus que j'ai eu la douleur de perdre moi-même, il y a quelques années maintenant, mon père puis ma mère, à 1 an d'intervalle. Et je sais quand même que le personnel médical, il connaît la façon dont se passent les patients en fin de vie. Donc, un patient qui est en fin de vie, parfois, disons qu'ils ne font pas d'acharnement thérapeutique. Voilà. Ils le laissent partir doucement, sans vouloir. Il n'y a pas forcément besoin de prendre des lois. Tout ça, il faut être humain, il faut sentir un petit peu. Tout ça, c'est de la finesse, c'est de la sensation, c'est de l'humanité, en fait. Voilà. Si on sent que vraiment c'est une personne qui est tout à fait au bout du rouleau, qui se laisse aller, etc., à la limite, on peut accompagner, par exemple, en ne faisant pas d'acharnement thérapeutique, en laissant un petit peu la nature agir. Mais ça, c'est quand même très différent de ce qui est en train de se préparer, d'autant plus que Madame Mathilde Panot, je crois, ou en tout cas LFI, là. LFI, ils ont fait voter un amendement, alors lui, qui pour le coup a marché, comme quoi il serait autorisé que ce ne soit pas les médecins qui donnent le médicament, c'est même pas un médicament, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin, qui donnent la potion létale, ce qui fait mourir, mais que ce soit le patient lui-même qui se l'ingurgite, ou enfin voilà, c'est-à-dire c'est du suicide assisté. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de faire ça ? Est-ce que quelqu'un m'a dit, je crois qu'il y a je crois qu'il y a quelqu'un qui, il paraît que toute personne vivante, au moins une fois dans sa vie, a envisagé de se suicider. Donc est-ce que c'est vraiment à l'État de se... Parce qu'on parle de personnes très âgées, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas assez âgé, quelqu'un, je sais pas, qui a 30 ans, si c'est quelqu'un qui dit « je n'en peux plus », etc., est-ce que c'est le rôle de l'État de se dire « écoutez, voilà, je vous donne... » Non, c'est absolument scandaleux. Enfin, pour moi, ça me révolte, parce que ça veut dire qu'on met un terme à 2000 ans d'histoire chrétienne. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un système, je suis désolé, mais qui ressemble furieusement... je lâche le mot, au nazisme. Parce que c'est quoi ? Entre autres choses, on parle toujours d'Adolf Hitler et des nazis sur l'affaire de l'extermination des Juifs, de l'Holocauste, de la Shoah, de la persécution et de l'extermination, pas seulement des Juifs, mais des Slaves, des homosexuels, des Tziganes, etc. Mais on oublie un peu souvent ce qui a eu lieu à la fin des années 30, je crois, ce qui s'appelait l'action T4, où toutes les bouches inutiles étaient priées enfin, elles n'étaient pas priées, elles étaient assassinées, en fait.
Hein, c'était un truc absolument épouvantable. Et il y a eu des centaines de milliers de personnes, en tout cas des dizaines de milliers de personnes, qui ont été assassinées, avec d'ailleurs des affiches, une propagande qui expliquait aux Allemands le coût que représentaient des gens qui avaient des maladies génétiques, par exemple. C'est quand même la grandeur de la civilisation chrétienne, la grandeur fondamentale, que d'apporter de l'aide aux plus démunis, y compris à des gens qui ont des maladies génétiques. Enfin, sinon, c'est l'horreur, en fait. Alors, le plus extraordinaire de ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a eu, j'ai fait un tweet là-dessus il y a quelques jours, c'est dans le magazine Le Point, on a interviewé je ne sais plus qui disait que l'euthanasie, ça allait peut-être faire 1,4 milliard d'euros d'économie. C'est-à-dire, effectivement, qu'à partir du moment où il y aurait des personnes âgées qui passeraient de vie à trépas, c'est un peu l'effet Rivotril de M. Édouard Philippe, qui a fait administrer du Rivotril allègrement dans les EHPAD. Eh bien, effectivement, si on liquide des personnes en fin de vie, ça fera des économies. Enfin, vous vous rendez compte ? C'est exactement, mais alors pile poil, le raisonnement des nazis. Voilà. Pile poil. Donc là, on est face à un phénomène. Voilà, vous vouliez mon sentiment, vous l'avez. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Dire ce que je dis, intervenir, protester auprès de votre député. On a quand même des députés. Allez voir votre député, écrivez-lui. Voilà. Et puis dites que si jamais il vote comme ça, la prochaine fois, ça sera terminé. Hein ? Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir. Hein. Ça, je m'adresse aux gens qui sont... si vous avez 25 ans ou 30 ans, vous dites, oui, mais ça concerne les gens qui ont plus de 75 ans. Mais il n'y a rien de plus rapidement démodé que la jeunesse. Hein. Voilà. Donc, mettez-vous non pas, pour ceux qui sont jeunes, en bonne santé, etc., évidemment, ça paraît des choses lointaines, un petit peu, mais mettez-vous à la place des gens que vous aimez, des personnes âgées, ou même de gens que... Et mettez-vous à leur place si ils sont dans une société. Parce que si on commence comme ça, avec les propos de Madame Panot, etc., ou avec le suicide assisté, le refus d'avoir un amendement qui imposait que l'on vérifie bien s'il n'y avait pas eu de pression, etc. Donc on ne vérifiera plus s'il n'y a pas eu de pression. C'est la porte ouverte, en fait, au crime de masse. Et en fait, c'est la porte ouverte à l'horreur nazie. Voilà. Et donc, allez dire ça à vos députés. Allez leur dire que vous ne voterez plus jamais pour eux s'ils votent cette loi. Moi, à mon avis, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire de loi. Voilà. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels le mieux, c'est de laisser les choses dans une espèce... Voilà, de discrétion, de subtilité, parce que le corps médical, il faut faire confiance au corps médical. Hein, le corps médical qui gère les personnes en fin de vie, etc., il a beaucoup d'expérience, donc il n'y a pas besoin de venir encore mettre des réglementations. Mais vous savez que derrière ça, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui est derrière, qui a autorisé, qui trouve que c'est très bien, ici et ça. C'est les réseaux Soros et compagnie. Donc il y a derrière tout ça, toujours, des gens qui sont là pour vous dire ce qu'il faut faire, et en fait, progressivement, pour perdre notre humanité qui a été bâtie par 2000 ans de christianisme, en fait.